Aujourd'hui, dans le monde des affaires, soyons clairs, avoir un super produit, ce n'est plus suffisant. C'est juste le ticket d'entrée. Le vrai match pour gagner, c'est de maîtriser un jeu super complexe, avec des règles qui n'arrêtent pas de changer. Du coup, la question qu'on doit tous se poser, c'est OK, si le produit ne fait pas tout, c'est quoi les règles du jeu pour vraiment réussir aujourd'hui? C'est exactement ça qu'on va décortiquer avec ce qu'on pourrait appeler un guide stratégique. Alors voilà le plan de match. On va voir comment bien structurer sa boîte, comment s'en sortir dans le monde du numérique, gérer les risques et la conformité, trouver les moyens de grandir, et pour finir, penser au coup d'après. Allez, c'est parti. Premier chapitre, structurer pour le succès. On parle ici des bases, des fondations, de ces choix de départ qui vont conditionner la réussite sur le long terme. Alors, un premier concept super important, c'est le démembrement de propriété. Ça a l'air compliqué, mais en fait, l'idée est assez simple. C'est une stratégie juridique où on sépare la possession d'un bien en deux. D'un côté, la nue propriété, c'est-à-dire les murs, et de l'autre, l'usufruit, le droit de l'utiliser et d'en tirer des revenus. Pensez à un pommier. Une personne possède l'arbre, une autre a le droit de cueillir les pommes pendant certaines périodes. C'est un outil d'optimisation fiscale vraiment puissant, surtout pour l'immobilier d'entreprise. Et voilà comment ça se traduit en pratique. Typiquement, on a une société civile immobilière, la fameuse SCI, qui va détenir la nue propriété, donc les murs. Et à côté, la société d'exploitation, le business, qui, elle, a l'usufruit temporaire. L'avantage, l'entreprise peut utiliser les locaux, déduire les charges, et la SCI, de son côté, voit la valeur de son bien augmenter sur le long terme. C'est un montage gagnant-gagnant. Maintenant, si on regarde à l'international, le choix du pays pour sa holding est crucial, parce que c'est le lieu du siège de direction qui va dicter toute la fiscalité. Il faut donc tout passer au crible. Les taux d'imposition sur les dividendes, est-ce qu'on peut déduire les intérêts d'un prêt, est-ce qu'on peut faire des plus-values sans être taxé? Bien choisir son pays, ce n'est pas un détail. C'est un vrai levier pour booster la performance financière. Bon, on a posé les fondations, maintenant on passe au deuxième chapitre, le numérique. Et là on entre dans une autre dimension. On va parler données, contrats, cyber-risques. Les enjeux sont juste énormes. Pour bien comprendre de quoi on parle, je vais juste poser un chiffre. 20 millions d'euros. C'est l'amende maximale pour une violation sérieuse du RGPD. Voilà. Je crois que ça pose le décor et ça montre bien que la conformité numérique, ce n'est plus une option. Alors pour s'y retrouver dans le RGPD, il y a deux rôles essentiels à comprendre. D'un côté, le responsable du traitement, c'est celui qui décide du pourquoi et du comment on traite les données. De l'autre, le sous-traitant, lui, il exécute, il traite les données pour le compte du premier. Toute entreprise est forcément l'un, l'autre ou parfois même les deux. L'exemple typique, une boîte qui utilise un service de cloud pour ses données clients. La boîte est responsable du traitement et le fournisseur de cloud est sous-traitant. Et chacun a ses propres obligations. Et justement, quand on est responsable du traitement, comment on gère ses sous-traitants? C'est une checklist en 4 points. 1. On vérifie que le sous-traitant est sérieux et conforme. 2. On signe un contrat blindé avec toutes les clauses obligatoires du RGPD. 3. On tient un registre pour documenter tout ça. Et 4. On s'assure que le sous-traitant pourra nous aider si une personne demande à voir ou supprimer ses données. C'est vraiment la base pour être en règle. Quand on parle de contrats SaaS, c'est-à-dire les logiciels en ligne, là, il faut être intraitable. Il y a des clauses sur lesquelles on ne peut pas céder. Où sont mes données? Qui possède la propriété intellectuelle? Et surtout, comment je récupère tout à la fin du contrat? Ça, c'est la réversibilité et c'est vital pour ne pas être pris en otage par son fournisseur. Évidemment, on ajoute une grosse clause de confidentialité, c'est la base de l'armure juridique d'une entreprise aujourd'hui. Ok, chapitre 3. On a parlé structure, on a parlé numérique. Maintenant, on passe en mode défense. Comment maîtriser les risques et la conformité pour protéger sa boîte de toutes les menaces, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Un sujet délicat. L'enquête interne. C'est un exercice d'équilibriste. Il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ce qu'il faut faire, rester objectif, mener les entretiens à deux, prendre des notes hyper précises, factuelles. Ce qu'il ne faut pas faire, prendre une décision avant la fin, noter ses impressions personnelles ou essayer d'influencer les réponses. C'est la seule façon de garantir un processus qui soit à la fois juste et efficace. Un autre risque très concret dans les appels d'offres, c'est ce qu'on appelle l'offre anormalement basse. Le Conseil d'État lui-même a donné une définition très claire. C'est une offre manifestement sous-évaluée et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. En clair, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement qu'il y a un loup. Une offre trop basse, ça sent le problème de qualité à venir, voire la faillite du prestataire. Pour se protéger contre la corruption, la loi Sapin 2 a mis en place une véritable feuille de route. Il y a 4 piliers. D'abord, on rédige un code de conduite pour que tout le monde sache de quoi on parle. Ensuite, on fait une cartographie des risques. Où sont les points faibles? Troisièmement, on forme les équipes les plus exposées. Et enfin, on met en place un système d'alerte interne sécurisé. C'est l'ensemble de cette structure qui construit un rempart solide. Assez parlé de défense, maintenant on passe à l'attaque.
4e chapitre, comment on alimente la croissance? Quelles sont les stratégies pour marquer des points sur le marché? Regardons deux manières très différentes de financer sa croissance. D'un côté, le capital risque classique, le VC. C'est discret, ça se passe en coulisses. De l'autre, le crowd equity ou l'investissement participatif. Et là, tout change. C'est une campagne publique, donc l'impact marketing est énorme, l'engagement des investisseurs est bien plus fort. Le crowd equity, ce n'est pas juste chercher de l'argent, c'est aussi construire une communauté et faire parler de soi. Alors, comment on fait concrètement une campagne de crowd equity? C'est un plan en 4 étapes. Étape 1, on choisit la bonne plateforme, celle qui correspond à son projet. Étape 2, on prépare un dossier solide. Étape 3, on lance la campagne au public. Ça dure en général entre 1 et 3 mois. Étape 4, on collecte l'argent et, très important, on commence à gérer sa nouvelle communauté d'actionnaires qui deviennent de vrais ambassadeurs. Un petit mot sur une autre technique financière un peu plus pointue, la distribution d'acomptes sur dividendes. C'est une bonne façon de rémunérer les actionnaires sans attendre la fin de l'année. Mais attention, on ne fait pas ça n'importe comment. Il y a une règle d'or. Il faut faire un bilan en cours d'année et le faire certifier par un commissaire aux comptes. C'est la seule preuve valable qu'on a bien assez de bénéfices pour le faire. Et voilà, on arrive au dernier chapitre. C'est le moment de prendre un peu de recul et de regarder son propre plan de jeu. Finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est que le succès, aujourd'hui, ce n'est plus juste une question de produit. C'est une question d'équilibre. C'est la maîtrise de tout un ensemble, la structure juridique, la présence numérique, la gestion des risques et les stratégies de croissance. Tout est lié. Il faut vraiment une vision à 360 degrés. Et tout ça, ça nous amène à la seule question qui compte vraiment. En pensant à sa propre entreprise ou à son propre projet, lequel de ces chapitres, la structure, le numérique, les risques, la croissance, lequel a le plus besoin d'attention tout de suite ?